J'ai fait comme ces voyageurs consciencieux qui n'aiment pas aborder à l'étourdi un pays nouveau, mais qui s'informent de ses mœurs et de sa langue avant le départ. Puis, je m'en suis allé où je l'ai cru, à 2 ou 3 000 ans du temps où nous sommes. Une fois sur place, j'ai regardé autour de moi et j'ai tâché de voir le plus et le mieux possible. Étudiant à l'école normale, Gaston Maspero devait se cacher de ses professeurs pour se livrer à sa passion égyptienne. À 27 ans, il est le plus jeune professeur de philologie et d'archéologie jamais nommé au Collège de France, et lorsqu'il arrive en Égypte en janvier 1881, c'est déjà un savant reconnu. Au Caire, à la tête d'une petite équipe d'égyptologues et d'arabisans, il met en place les bases d'une nouvelle école qui deviendra en 1913 le prestigieux Institut français d'archéologie orientale. Auguste Mariette, le pionnier de l'aventure égyptienne, est au plus mal. Il a le temps d'accueillir Maspero et, juste avant de mourir, lui fait part de ses dernières volontés. Le mardi 11 encore, il s'entretenait avec moi de ses fouilles, mais le soir du même jour, il a ordonné qu'on ne lui parlât plus de science et a tourné sa face au mur. L'homme qui allait succéder à Auguste Mariette à la direction du service des Antiquités ne ressemble en rien à son prédécesseur. Autant Mariette Pacha pouvait paraître brusque et farouche, autant Gaston Maspero est d'un commerce agréable, joignant à une érudition exceptionnelle une grande douceur dans les rapports humains. C'est dans les sables de Saqqara que Maspero connaît sa première victoire d'égyptologue. Contrairement à ce que pensait Mariette, il est persuadé que certaines pyramides portent des inscriptions à l'intérieur des chambres funéraires. Il fait ouvrir 5 grandes pyramides de l'Ancien Empire qui affleurent à la surface du désert. Ounas, Pépi I, Pépi II, Téti, Mérenré. Son intuition se révèle exacte. Les parois de calcaire sont couvertes de longues colonnes de hiéroglyphes peints avec la sève des jeunes pousses du printemps. Maspero est le premier homme à traduire ces textes des pyramides. Il mettra 10 années à les déchiffrer entièrement. Le temps de vie du roi est l'éternité, sa limite est l'infinité. J'ai construit ce tombeau dans cette nécropole, à côté de ceux des grands esprits qui résident ici, afin que soit prononcé aussi le nom de mon père et celui de mon frère aîné, car c'est faire revivre un homme que de prononcer son nom. Maspero n'est pas un intellectuel livresque, mais un scientifique engagé dans son temps. Pour lui, la réflexion doit toujours être placée au service de l'action. C'est pourquoi, dès sa nomination à la tête du service des Antiquités, le nouveau patron se lance à fond dans la lutte contre le pillage et démonte un véritable réseau clandestin. Dans les années 1870, le commerce des Antiquités va bon train dans la région de Luxor. Maspero décide de mener l'enquête pour savoir d'où viennent les objets volés. Les soupçons se portent sur une famille de 3 frères habitants de Gourna, les Abdel Rassoul. On arrête Ahmed et Hussein, qui protestent hautement de leur innocence. Après quelques semaines d'emprisonnement et un interrogatoire musclé, les 2 frères sont relâchés sans avoir parlé. Mais un 3e livre le secret de la cachette et collabore avec les savants. C'est le sujet du beau film de Chadi Abdel Salam, La momie, directement inspiré de cette ténébreuse affaire.
Gaston Maspero est alors en Europe. C'est Heinrich Brugsch, le conservateur adjoint, qui se rend au pied de la falaise thébaine près du temple de Der el-Bahari, à la rencontre de la fameuse cachette. Une difficile escalade mène toute la troupe à l'entrée du tombeau funéraire. Soigneusement dissimulée par du sable et des pierres, s'ouvre la bouche d'un puits qui s'enfonce dans la montagne. Sur le terrain, les abords de la cachette n'ont subi aucune transformation depuis ce jour de 1881, où les premiers arrivants furent saisis d'émerveillement. كنت آمل باكتشاف مقبرة من الأسرة 21 ولكني وجدت ما يبدو لي مخبأ لفراعنة من 5 أسرات. Le succès dépassait toute espérance. Là où je m'étais attendu à rencontrer 2 ou 3 rois très obscurs, les Fellahs avaient déterré des familles entières de pharaons. Et quels pharaons? Les plus illustres peut-être qui aient régné sur l'Égypte, les conquérants de la Syrie et de l'Éthiopie. Thoutmôsis III, Séti Ier, Ramsès II enfin. Brugsch crut être le jouet d'un rêve, de tomber à l'improviste en pareille assemblée. Et je suis encore à me demander comme lui, si vraiment je ne rêve point quand je vois et touche ce qui fut le corps de tant de personnages dont on croyait ne jamais connaître que les noms. Avec l'accord de Maspero, Brugsch décide d'évacuer au plus vite le contenu de la tombe. Le soir, momies, cercueils, mobilier étaient à Luxor dûment enveloppés de nattes et de toiles. 3 jours après, le bateau arrivait. Le temps de charger, il repartait à toute vapeur avec son fret de roi. Chose curieuse, de Luxor à Kouf, sur les 2 rives du Nil, les femmes Fellahs, échevelées, suivirent le bateau en poussant des hurlements, et les hommes tirèrent des coups de fusil, comme ils font aux funérailles. Les momies royales attendirent longtemps une installation digne d'elles au musée Boulak. En 1886, enfin, Maspero résolut d'ouvrir les cercueils en présence du vice-roi d'Égypte. Tour à tour, les grands rois apparaissent revêtus du maillot funèbre. L'Égypte est vraiment la terre des merveilles. Elle ne se contente pas, comme la Syrie, la Judée, la Grèce ou l'Italie, de nous restituer les monuments dont on refait l'histoire du passé. Elle nous rend les hommes mêmes qui ont érigé les monuments et fait l'histoire. Est-ce par jeu ou pour vaincre le temps que Maspero s'est lui-même déguisé en momie? Le premier séjour de Maspero en Égypte dure 7 ans. Archéologue, philologue, professeur, remarquable gestionnaire, Maspero mène le combat sur tous les fronts, mais sa principale obsession est de dégager des grands sites. En cette fin du XIXe siècle, beaucoup d'Égyptiens vivent encore dans l'enceinte des temples. Le problème du déplacement et de l'indemnisation des populations délogées ne cesse de le préoccuper. C'en est déjà assez de chasser les gens de la place où ils sont nés et où ils comptaient mourir. Partout où l'expropriation aurait amené la misère, j'ai pensé que les souscripteurs m'approuveraient de consentir un sacrifice d'argent.
Mais il reste à Luxor un monument que Gaston Maspero n'a pu déplacer. C'est la mosquée Abou El Haggag, qui 100 ans après est toujours intouchable et empêche l'achèvement complet du dégagement du temple. À la fin de sa vie, Gaston Maspero conserve encore un attachement particulier pour Luxor, comme pour un enfant qui vous a donné plus de soucis que les autres. Le temple de Luxor est le moins dégradé des temples thébains et le plus beau. Luxor est grand sans être monstrueux. Son plan bien conçu et bien équilibré se déploie avec ampleur, et du mur du fond à la façade, on y suit aisément la pensée de l'architecte. Je l'ai parcouru à maintes reprises, depuis que je l'ai déblayé presque entièrement il y a 30 ans. Et jamais je ne me suis lassé d'en admirer l'ordonnance. Un matin où il est à Luxor, on vient prévenir Maspero qu'un bédouin du village de Gourna a trouvé de l'autre côté du Nil le puits d'un nouveau tombeau, le caveau de Senedjem. Notre attention fut principalement attirée par les peintures des 4 parois et du plafond du sépulcre, qui se sont maintenues fraîches et intactes comme au jour lointain où elles furent achevées. Hommage te soit rendu, toi le grand, le Seigneur des couronnements, le Dieu grand, régent de l'éternité. Je suis venu à toi pour contempler ta beauté, le cœur droit, sans faute et sans mensonge. Puisses-tu me prendre dans ta suite chaque jour et me permettre de me reposer dans la tombe que je me suis faite. Autre grand chantier, Maspero s'attaque au symbole de la civilisation égyptienne, le sphinx de Gizeh. En quelques mois, le corps du colosse apparaît. Les épaules, la poitrine jusqu'aux pattes antérieures. Le niveau du sable baisse de près de 20 mètres. L'objectif de Maspero est de savoir si le soubassement du sphinx ne recèle pas des tombes et des trésors. À l'entrée des sites de plus en plus visités, Maspero décide de faire payer les touristes qu'il voit affluer en Égypte avec un sentiment mitigé. En 1886, il rentre en France où il demeure 13 ans. L'archéologue fait place au professeur et à l'auteur. Ses cours au Collège de France, comme à l'École des hautes études, sont fréquentés par les jeunes gens du monde entier. Il forme toute une génération de savants et publie livre sur livre. Il est couvert d'honneur. Mais après tout ce temps passé à Paris, Gaston Maspero se sent en manque de l'Égypte, de ses lumières et de ses paysages. Est-ce bien l'Égypte? Et qu'a-t-elle fait de sa lumière depuis si longtemps que je l'ai quittée? Je suis sorti du Caire avant-hier, fort incertain de mes impressions, et assez inquiet de savoir si l'aspect du fleuve et de ses rives avait changé autant que son climat. Il semblait naguère qu'en perdant de vue les derniers minarets de la citadelle, on disait adieu au siècle présent,
on éprouvait bientôt la sensation d'un départ pour un coin du monde antique, attardé au milieu d'une autre. Chaque année, il reprend sa tournée d'inspection et se laisse porter par le fleuve de site en site jusqu'aux confins de la Nubie. À peine en fonction, le grand patron des antiquités d'Égypte doit faire face à une situation dramatique. À Karnak, c'est la catastrophe. Le 3 octobre 1899, un tremblement de terre secoue toute la région et provoque l'écroulement de 11 colonnes de la salle hypostyle. C'est Georges Legrain, sous la direction de Maspero, qui procède à la reconstruction du temple. Pour diriger ces travaux d'Hercule, l'archéologue utilise des techniques ancestrales. En visite sur le chantier, Maspero écoute les chants des ouvriers qui le replongent au temps des pharaons. C'est tout d'abord une basse lente, la mélopée des terrassiers à la besogne, puis un chant sautillant et vif, celui des enfants qui les aident. De temps en temps, une clameur s'élève, la voix des portefaix qui mettent en branle un bloc énorme. Des plans de terre disposés par étages pour aller chercher les pierres à 20 mètres de hauteur. Des blocs en marche, sous des rouleaux d'acacia, et tirant aux cordes des fils de fellah vigoureux. Si Ramsès II revenait inspecter les travaux, il pourrait s'imaginer d'abord que rien n'est changé dans son Égypte. Aujourd'hui encore, le temple de Karnak porte les cicatrices de la catastrophe, avec les traces de mortier qui réparent l'outrage fait aux dieux. Le sauvetage de Karnak suscite une grande polémique sur la restauration. Aux romantiques qui préféreraient laisser les blocs brisés, Maspero répond qu'il n'a pas le choix. C'est toujours pitié que de toucher à une belle ruine, même quand la nécessité le commande. Mais pouvons-nous agir autrement que nous le faisons? Le temps nous presse de reprendre les monuments égyptiens l'un après l'autre, et sans rien y faire qui en altère le caractère, d'y instituer les travaux qui pourront, pendant des siècles encore, les conserver tels quels, à l'admiration du monde entier. La découverte qui a lieu à la fin de l'année 1903 dépasse tout ce que Maspero pouvait imaginer dans ses rêves les plus fous. Le conte de fées commence avec l'apparition d'une énorme dalle d'albâtre au beau milieu de la cour du 7e pylône de Karnak. Les ouvriers de Georges Legrain soulèvent la pierre et descendent dans un puits. Il faudra 3 ans pour sortir de la fosse près de 17 000 objets, dont 751 grandes statues et des milliers de statuettes. Voici 20 mois que nous pêchons la statue dans le temple de Karnak. Statues intactes, fragments de statues, bustes, troncs mutilés, corps sans tête, pharaons trônant, reines debout, prêtres d'Amon, saisis dans toutes leurs attitudes et leurs professions ou leurs rangs, en calcaire, en granit, en grès jaune ou rouge, en schiste, en albâtre. C'est un peuple complet qui remonte à la lumière et qui vient réclamer un abri aux galeries de notre musée.
La somme de responsabilités occupée par Maspero durant cette période est inimaginable. C'est Dieu le Père. Tout passe par Maspero. Le service des Antiquités, qui comprenait 24 fonctionnaires en 1899, en compte près de 200 lorsqu'il part, 15 ans plus tard. Le dernier combat du patron des Antiquités concerne les temples de Nubie, qui se trouvent chaque année submergés par les eaux du Nil à la suite du relèvement du barrage d'Assouan. Tout Maspero est là. Face au désastre qui se prépare, il multiplie les avertissements et nous invite à profiter des choses avant qu'il ne soit trop tard. Si l'eau ne court que rarement sur les dallages, on la sent partout dans les veines et sous l'épiderme de la pierre. De bas en haut, sans que rien ne fût capable d'entraver son progrès, elle s'est infiltrée sournoisement et entre deux retours d'inondation, elle a imprégné la fabrique entière. Les parois sont humides à l'œil, et si on les touche, elles font frais sous les doigts. Il faut jouir de leur beauté pendant qu'elle est entière encore, car on travaille beaucoup là-bas, du côté du barrage pour rehausser de 6 ou 7 mètres le plan de retenue d'aujourd'hui. Passent encore 4 ou 5 années et presque tout ce qui avait été épargné en 1902 sera livré à la crue. Le mystère des cultes d'Isis aura alors sombré dans les remous. Pour inciter les Égyptiens à prendre en charge leur passé, Maspero crée des musées partout en province, à Alexandrie, Ismaïlia, Assiout, Tanta et dans le décor enchanteur de l'île éléphantine face à Assouan. Gaston Maspero sera le dernier égyptologue complet. Aucun de ses successeurs n'exercera autant de responsabilités que lui. Lui, qui avait tant œuvré à enrichir les collections du musée de Boulak, eut tout le mérite de l'aménagement de l'actuel musée du Caire, transféré au cœur de la ville. En 1902, il inaugure les nouveaux bâtiments qui conservent encore la magie de ce début de siècle. Point d'orgue de sa carrière, en novembre 1912, Gaston Maspero parvient à faire promulguer sa loi sur les antiquités qui en finit avec le pillage de l'Égypte. Article 7. Il est défendu de déplacer, abattre ou mutiler, détruire d'une façon quelconque les édifices et les objets antiques immobiliers. Article 12. Nul ne pourra donc opérer des fouilles, sondages ou déblaiements à l'effet de chercher des antiquités même sur un terrain lui appartenant. Article 13. Toute demande en autorisation de sondage, fouille ou déblaiement devra être adressée au directeur général du service des antiquités et soumise par lui au comité permanent d'égyptologie qui, dans sa séance la plus proche, décidera En juillet 1914, Maspero dut se résigner à quitter l'Égypte. Il meurt le 30 juin 1916, en plein travail, à sa table de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Grâce à lui, l'Égypte a retrouvé une nouvelle dignité.
Les voyageurs qui visitaient la grande pyramide de Giza dans les années 1880 étaient surpris d'apercevoir un personnage étrange, vêtu de rose, qui parcourait le plateau rocheux à grandes enjambées. À 27 ans, William Flinders Petrie vient de débarquer en Égypte avec ses règles et ses compas afin d'exécuter un relevé détaillé des pyramides de Giza. Depuis toujours, la Grande Pyramide exerce une véritable fascination chez les amateurs d'ésotérisme, qui cherchent à déchiffrer dans cette merveille d'architecture un message caché. Pour l'astronome anglais Piazzi Smith, chaque assise de pierre symbolise les progrès de la civilisation. Il voit dans la forme du monument l'annonce de la fin du monde. Le jeune Petrie avait été très impressionné par les théories de Smith, mais après quelques mois en Égypte, il comprend l'absurdité de ces interprétations et il rejette en bloc tout ce folklore. Une année de travail en Égypte m'a donné l'impression d'une maison en feu. L'œuvre de destruction y est d'une rapidité inimaginable. Il m'incombe la tâche d'en être le sauveteur, de rassembler le plus vite possible tout ce que je pourrais, puis, à 60 ans, de m'asseoir et d'écrire ce que je saurais. Né en 1853 dans une famille qui compte de nombreux chercheurs, des voyageurs et des hommes de science, William Petrie reçoit dès son plus jeune âge une éducation particulièrement fantaisiste. Ma mère, qui parlait une quantité de langues étrangères, avait décidé de me farcir la tête dès l'âge de 8 ans. J'en tombais malade et le docteur ordonna qu'on me laisse tranquille pendant pas mal de temps. J'allais à droite et à gauche, pour mon plus grand bonheur. Vers 15 ans, je commençais à fréquenter le British Museum et je connus bientôt les collections égyptiennes par cœur. Avec son père, le jeune homme acquiert très tôt une bonne connaissance de la nature et de la géométrie, et il sillonne la campagne anglaise à la recherche de sites préhistoriques. À 19 ans, il entreprend une étude approfondie de Stonehenge, énorme ensemble de mégalithes érigés à l'âge de bronze et voués au culte solaire. De retour à Londres, après son premier séjour à Giza, Petrie se lie d'amitié avec la journaliste et romancière Amelia Edwards, qui contribua beaucoup à faire connaître l'Égypte en Angleterre et sera à l'origine de l'Egypt Exploration Fund. Grâce à cette société destinée à protéger les monuments égyptiens, William Petrie reçoit l'argent nécessaire à ses premiers travaux. Le jeune homme part fouiller à Tanis, dans le delta, où il découvre un paysage lunaire, noyé dans les brumes. Les projets de fouilles en Égypte me fascinent et j'espère que les résultats justifieront l'entreprise. Il me semble que la vérité réside dans une annotation et une comparaison minutieuse des plus infimes détails. À Tanis, l'Anglais dégage une partie d'un temple bâti au 1er millénaire par le pharaon Psousénès Ier. Sur le terrain, il impose de nouvelles méthodes de travail et met un terme à la toute-puissance des contremaîtres. Il supprime les intermédiaires et contrôle lui-même l'organisation du chantier. À Tanis, j'avais 170 ouvriers sous mes ordres, qui travaillaient librement, sans avoir subi de pression, ni reversé de bakchiche au contremaître. Les premières grandes fouilles de Petrie, auxquelles personne ne croyait alors, se révèlent très fructueuses. Conforté par ses premiers succès, impatient et pressé d'agir,
Petrie entre en conflit avec l'Egypt Exploration Fund, qu'il accuse de vouloir retarder ses travaux. Il démissionne et se retrouve livré à lui-même. Avec son ami Frank Griffith, il passe l'année 1887 à voyager sur le Nil. Il écrit à ses parents « Nous sommes tous les deux très heureux. Ce sont en quelque sorte des vacances laborieuses. » En chemin, il prend des centaines de photos, s'arrête à Médinette Abou, où il réalise des moulages des plus belles parois du temple. Mais la destination finale des deux Anglais est l'île de Séhel, au sud d'Assouan, tout près de la première cataracte du Nil. Taillées dans le roc, ces innombrables inscriptions rappellent le passage des hauts fonctionnaires traversant la Nubie pour aller en Afrique, ou évoquent les campagnes de Pharaon étendant son empire vers le sud. On y lit par centaines les signatures des voyageurs, souvent accompagnées de la représentation d'une divinité à qui on présente une offrande. La plus célèbre de ces inscriptions rupestres, la stèle de la famine, raconte comment le roi Djéser a pu mettre fin au fléau en implorant les dieux du Nil dont la source se trouvait pour les Égyptiens dans la région de Séhel. Chaque matin, Petrie et Griffith sont à l'œuvre, avec une échelle de corde et un rouleau de papier à dessin pour faire des croquis et des estampages. Juste avant de quitter Assouan, Petrie reçoit un télégramme lui annonçant qu'un généreux donateur met à sa disposition une importante somme d'argent afin de poursuivre ses fouilles. Après beaucoup d'hésitations, l'archéologue décide de consacrer cette manne à la région du Fayoum. Là se trouvent les derniers exemples de pyramides royales, monuments effondrés dont les pierres ont été peu à peu dérobées par les villageois des environs. La première année, Petrie s'attaque à la pyramide de Hawara, qui lui révèle bientôt le nom d'un pharaon méconnu. Alors qu'il était prêt à quitter les lieux, pensant qu'il n'y avait plus rien à découvrir, il trouve une momie datant du 1er siècle après Jésus-Christ. On y voit le visage du défunt, peint à la cire sur un panneau de bois. En étudiant les sarcophages, Petrie comprend que les Égyptiens de l'époque gréco-romaine vivaient avec leurs morts pendant plusieurs générations avant de les jeter pêle-mêle au tombeau. Chaque jour, ou presque, l'équipe déterre 2 ou 3 de ces portraits, une soixantaine au total. Petrie était fasciné par la véracité des détails et surtout par l'intensité des regards qui donnent à tous les personnages une forme d'éternité.
Selon la pratique en vigueur, les momies devaient être partagées entre le service des Antiquités, dirigé par le Français Eugène Grébeau, et l'Angleterre qui avait réalisé la découverte. Les caisses restèrent entreposées plusieurs jours sous une pluie battante, et cet incident augmenta encore la fureur de Petrie contre le service des Antiquités. Finalement, Grébeau choisit une douzaine de très beaux portraits, mais Petrie put conserver les 2/3 de sa découverte. Il repartit pour Londres, où il organisa dans le hall égyptien de Piccadilly une superbe exposition qui remporta un énorme succès. L'année suivante, Petrie reprend ses fouilles au Fayoum. Aux alentours de la pyramide d'Ilaoun, il découvre les traces de la ville où habitaient les ouvriers qui construisaient les tombeaux des pharaons il y a près de 4000 ans. Les maisons étaient remplies d'objets domestiques qui témoignaient d'un univers jusqu'alors ignoré. Nous avons trouvé des papyrus, des outils de bois et de silex, des poteries, des jouets de boue séchés, des ustensiles de tissage, des vêtements, des sandales de cuir. À l'occasion de cette découverte, Petrie formule son credo d'archéologue. Pour lui, le principal objectif sera de recenser les plus petits témoignages de la vie quotidienne, de conserver ce que les autres égyptologues jetaient. Avec 97 ouvrages publiés de son vivant, William Petrie détient un record dans le domaine de la recherche. Je ne m'intéresse pour ma part qu'à la parution de mes livres qui tous, pendant des dizaines d'années et peut-être des siècles, serviront de sources et de références indiscutables en la matière. Fondateur du site de Tel el-Amarna, le pharaon Amenophis IV, célèbre sous le nom d'Akhénaton, a toujours passionné les voyageurs. Instaurant le culte d'un dieu unique, le disque solaire Aton, ce souverain révolutionnaire rompt avec les traditions ancestrales de ses prédécesseurs et invente le monothéisme. L'hérésie d'Akhénaton se traduit par un art nouveau. Ce qui saisit le plus dans cette image royale, c'est l'expression qui s'en dégage. Le pharaon est recueilli, concentré, habité par une méditation mystique. Mais la gloire d'Akhénaton est inséparable de celle de son épouse Néfertiti, la plus belle femme du monde. En 1891, William Petrie sera le premier archéologue à mener des fouilles systématiques à l'intérieur du palais d'Akhénaton. C'est là qu'il met au jour des pavements qu'il considérait comme sa découverte la plus importante sur le plan artistique.
À cette époque, les touristes affluent de plus en plus nombreux en Égypte et très vite, le site d'Amarna fait partie des visites organisées par l'agence Cook. Dans un de ses romans, Amelia Edwards ne se prive pas de dénoncer le comportement de ses compatriotes, qui tout au long du voyage affichent leur chauvinisme. 20 ans plus tard, excédé par l'attitude des étrangers, un paysan de Tel El Amarna brisera les fresques à coups de marteau. Heureusement, fidèle à ses principes, Petrie avait recopié tous les motifs du dallage de plâtre peint. L'année 1892 marque un tournant dans la vie de Petrie. Sa mère meurt et quelques semaines plus tard, Amelia Edwards, sa protectrice de toujours, disparaît à son tour. Dans son testament, Miss Edwards léguait ses collections égyptiennes à l'Université Collège de Londres et faisait une donation pour la création d'une chaire d'égyptologie, à condition que William Petrie en soit le premier titulaire. Pour le savant, c'est le début d'une longue histoire avec l'University College, qui devient un centre d'études universellement connu. Désormais, Petrie partage son temps entre l'Égypte, où il passe l'hiver, et l'Angleterre, où il donne ses cours et publie ses travaux. Les cours de Petrie, qui s'opposaient radicalement à l'enseignement de la Bible, firent grand bruit au sein de l'université, allant parfois jusqu'au scandale. Après m'être plongé dans chacune des grandes périodes de la civilisation égyptienne jusqu'à la 12e dynastie, j'ai hâte de revenir au début et de découvrir le commencement des choses. La grande enquête sur la préhistoire démarre au nord de Luxor, sur la rive ouest du Nil, lorsque Petrie effectue ses premiers sondages autour de la ville actuelle de Nagada. C'est là qu'il découvre une vaste nécropole contenant des milliers de tombes qui n'appartiennent à aucune époque connue. Toujours aussi perfectionniste, il met au point une nouvelle répartition de la main-d'œuvre. Des garçons du village étaient chargés de repérer les secteurs qui méritaient d'être fouillés. Ensuite arrivaient les ouvriers ordinaires qui dégageaient le contour de la tombe. Puis c'était le tour des hommes qualifiés qui nettoyaient les poteries et les squelettes en les laissant sur place. Et quand nous arrivions pour prendre des notes, tout était clair et visible. Au prix d'un travail de titan, Petrie parvient à établir un classement systématique de toute la céramique trouvée à Nagada et à reconstituer les cultures du 4e millénaire. L'anglais considérait cette méthode de classement, connue sous le nom de sequence dates, comme sa principale contribution à l'archéologie égyptienne. Donc, ce qu'il a fait, c'est rassembler tous les relevés effectués sur l'ensemble des tombes. Il les a ordonnés selon des séquences. Il a ainsi créé un système séquentiel que nous appelons aujourd'hui sériation. Cela lui a donc permis de classer toutes ces poteries en 3 grandes catégories. L'époque la plus ancienne, appelée Nagada I, se caractérise par ses vases à rayures transversales. La céramique finement décorée de bateaux et d'animaux appartient à la seconde époque, Nagada II. La troisième se reconnaît aux décorations à motifs de cordes et date de la fin de la période prédynastique. Chaque hiver, de retour à Londres, William Petrie présente au public le résultat des fouilles de la saison écoulée. Désormais, l'archéologue devient inséparable de l'homme de musée. C'est au cours d'une de ses expositions à l'University College
qu'en 1896, il rencontre une jeune fille aux yeux bleus, Hilda Erlin, dont il tombe follement amoureux. Ils ne se quitteront plus. Hilda suivra son mari dans toutes ses expéditions. L'Égypte est pour elle plus qu'un coup de foudre, une révélation. C'est une vie splendide, totalement libre, dégagée de toutes les contraintes de l'existence ordinaire. Il n'y a ici que la richesse des sensations, la splendeur de l'Orient, l'immensité du désert, l'éclat du ciel, l'ombre sur la montagne et mon intérêt pour l'archéologie qui augmente de jour en jour. Hilda partage la vie de l'équipe, s'adapte aux conditions de vie les plus rudes et devient la collaboratrice essentielle de Petrie. Poursuivant ses recherches sur la protohistoire, l'égyptologue investit le site d'Abydos. Encore une fois, il accomplit une découverte majeure en identifiant les tombes de 4 rois et d'une reine de la première dynastie, et des centaines de tombes de particuliers. C'est lui qui introduit dans l'archéologie égyptienne le principe de la stratigraphie, qui permet de lire verticalement la superposition des couches de terrain accumulées au fil des millénaires. Pendant ce temps, Hilda classe et dessine les objets qui sortent du sol, tout en élevant ses enfants. Elle assiste Petrie dans toutes ses activités, met au net le relevé des tombes, dresse des listes et prépare les catalogues. La vitalité de Petrie, sa capacité de travail, son intuition et sa rigueur étonnent encore les chercheurs modernes. Une fois encore, me voici en paix dans ce pays. Quelle impression de fraîcheur au cœur de l'existence. C'est ici que je vis sans avoir à m'agiter et me battre comme je dois le faire trop souvent. Derrière moi, la grande paix du désert. C'est une entité, une puissance, comme seule probablement la mer peut l'être, et il n'y a rien d'étonnant à ce que les hommes se tournent vers le désert pour échapper au tumulte du monde. En juillet 1933, il quitte l'University College et part pour Jérusalem, où il meurt à 89 ans. William Flinders Petrie a exploré 38 sites en Égypte et en Palestine. Au cours de sa longue vie, il n'est pas demeuré une minute en repos.